si vous divisez, si vous regardez la constitution de la ration d'alcool de quelqu'un, alors pas en niveau, hein, ça ne vous dit pas si je bois 10 litres d'alcool pur par an ou 5 litres d'alcool pur par an. Ça vous dit comment est constituée ma ration d'alcool. Sur un graphique comme ça, n'importe quel point du triangle représente une proportion unique des 3 types d'alcool. On peut le démontrer, on ne va pas s'amuser à le faire, mais on peut le démontrer. Globalement, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les pays du groupe G2, qui sont plutôt traditionnellement vers le pôle bière, hein, le début des flèches, ça commence dans les années 65. Et la fin de la flèche, c'est plutôt vers 2005, donc c'est 40 ans après. Mais globalement, les pays traditionnellement brassicoles, donc du groupe G2, c'est-à-dire Danemark, Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, qui eux boivent traditionnellement de la bière, ben, la part de vin dans leur ration d'alcool augmente. Par contre, les pays traditionnellement viticoles dans le groupe G7 font exactement le trajet inverse. D'accord ? Donc la question qui se pose, c'est est-ce que de la même manière qu'on mange de plus en plus chinois et Tex-Mex, est-ce que demain on va tous boire la même chose? La réponse est absolument pas évidente. Ça paraît simple comme ça, même si les Allemands dans le groupe G4 tournent sur place depuis 40 ans. Ils boivent 50% de bière, 25-30% de vin et 20-25% de spiritueux. Voilà. Okay. On voit bien que les Américains, on en parlait tout à l'heure, c'est le modèle traditionnel de prise d'alcool aux États-Unis, c'est Budweiser Bourbon. Hein. Donc ils sont normalement, logiquement proches du milieu. Hein. Vous voyez, c'est la flèche bleu foncé, le groupe G1. Ils sont assez proches du centre, ce qui est à peu près normal, et ils évoluent aussi un peu vers. Donc la question c'est est-ce qu'on va vers le modèle allemand? En réalité, non. Pour bon nombre de pays, non, notamment pour les pays en voie de développement. Le vin est un produit importé, donc c'est un produit cher. D'accord ? La grande différence entre le mode d'internationalisation de la bière et du vin, c'est que les grandes entreprises de brasserie vendent leur savoir-faire et produisent des bières nationales dans tous les pays. Les gens du secteur du vin font du vin chez eux et transportent le vin. Vous le savez, la consommation mondiale de vin a plutôt été en augmentation ces 10 dernières années. Les dernières statistiques qu'on a sur le sujet, voilà, c'est ça. La conséquence de la crise, c'est moins 10 millions d'hectolitres de vin consommés en 2 ans. En milieu de fourchette d'estimation. Voilà, c'est quand même un choc, c'est quand même un choc assez lourd. Hein. Ça reste un marché très concentré géographiquement. Voilà, ces 7 pays représentent 59% de la consommation mondiale. Donc il est clair que voilà, le mode de développement de la consommation mondiale de vin, c'est la conquête de nouveaux consommateurs sur de nouvelles géographies, plus que l'approfondissement de la consommation individuelle des gens qui boivent déjà. D'ailleurs, en plus, les gens qui boivent déjà le sont dans des pays développés, sur lesquels il y a des politiques de restriction en termes de santé publique. Donc, de toute façon, c'est frontalement compliqué à faire. Les exportations mondiales. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, dans la fin des décennies 90, la fin des décennies 80, le commerce mondial était un commerce quasiment intra-européen. On échangeait un peu avec l'Afrique du Nord. Et tout le reste, on s'échangeait entre nous quasiment. D'accord ? 95% du commerce mondial était fait par les pays européens. Donc on exportait, même y compris à très longue distance. Mais le point de départ des exportations mondiales de vin, on est passé dans une situation où là, pour le coup, on a perdu pas très loin de 30 points, 25 points de part de marché mondial. Les Européens ont perdu ça. Globalement, le marché mondial a moins reculé que la consommation. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est un énorme développement de la consommation des exportations de vrac au détriment de la bouteille. Les gens ont continué à importer du vin, mais ils ont importé moins cher. Et il y a 2 choses qui sont compliquées à voir. C'est, comme pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, on suit très mal les exportations de bagging box. Parce que malheureusement, les exportations de bagging box, c'est 3 pour les petits bagging box, 5 c'est plutôt le standard et 10 quand on exporte des bagging box pour le CHR. Et malheureusement, c'est considéré comme du vrac dans les conditions de nomenclature douanière. Donc on assimile certaines exportations conditionnées à des exportations de vrac. On ne sait pas les distinguer dans l'international. Mais hormis ce problème-là, on a observé un fort développement ces 2 dernières années, notamment la dernière, des exportations de vrac. Les pays qui ont tenu leur niveau d'exportation, voire développer leurs exportations en 2009, sont des gens qui ont accepté de réduire assez fortement la part de vin en bouteille, ou en tout cas de maintenir le volume absolu en bouteille. Tout le développement s'est fait sur le vrac. Bon, ça c'était pour montrer que, voilà, si vous aviez un doute sur le fait que les pays de l'hémisphère sud produisent pour exporter, voilà, c'est en matière de consommation, c'est la courbe bleue, c'est électron ou encéphalogramme plat. Et tout le développement de la production sert au développement des exportations. Voilà, c'est assez clair. Donc on a vu des facteurs de compétitivité puisqu'on en parlait, et est-ce que ça pousse à la concentration ?
Les facteurs de compétitivité sur la taille des exploitations. Bon, il y a des coûts fixes, c'est sûr, c'est clair. Le problème de productivité. Le troisième facteur, à mon avis, est essentiel, mais je le disais, on en parlait ensemble, je suis plutôt un macroéconomiste. Donc ce que je vois, moi, en termes de facteurs de compétitivité, il faut que ça soit passé à la table à secousses de ce qui se passe au sein des entreprises, parce que ça n'a pas de sens en termes macroéconomiques, les facteurs de compétitivité. Ça se traduit dans les entreprises. Mais globalement, on a un problème d'organisation de filière. Notre difficulté, à nous, c'est de positionner de la valeur ajoutée à l'interface entre juste devant la distribution aussi. Dans des filières traditionnelles, globalement, la grande caractéristique, c'est selon les producteurs de raisins qui sont maîtres de la vinification. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vendent le vin. Mais a priori, ils sont maîtres de la vinification. Et d'ailleurs, historiquement parlant, cette vinification, elle a été protégée. On a, là, depuis la crise de 1907, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail, mais il n'y a que quelques produits agricoles qui sont des produits agricoles transformés. Il n'y a que 3 produits pour lesquels, qui sont des productions soit stratégiques, soit pour lesquels il y a eu des grosses crises, qui sont des produits transformés et qui pourtant sont considérés comme des produits agricoles au sens plein et entier du terme, puisqu'il y a des politiques agricoles communes sur le sujet. C'est le sucre, l'huile d'olive et le vin. Tous les autres produits qui sont soumis à politique agricole commune sont des productions de base. Ce qui veut dire qu'on a calibré les pratiques œnologiques pour rester en Europe, pour continuer à conserver le vin comme un produit agricole. C'est pour ça qu'on a une vision relativement restrictive par rapport à bon nombre d'autres gens dans le monde de nos pratiques œnologiques, c'est-à-dire que pour nous, tout ce qui est dans le vin doit être issu du raisin, et donc par définition, c'est éventuellement on acidifie, on désacidifie, on enrichit, et c'est tout ce qu'on fait. Voilà. C'est complètement lié au fait que la valeur ajoutée est normalement liée à la... Alors, ce système, normalement, n'est pas un système stable. Si vous avez une grande distribution qui se concentre et que les producteurs de raisins voient normalement affluer la valeur ajoutée chez eux parce qu'ils sont protégés par à la fois l'indication géographique et par les pratiques œnologiques, normalement, les gosses devraient disparaître. Voilà. Dit comme ça, c'est assez brutal, mais voilà. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne partie de la valeur ajoutée qui, dans le secteur vitivinicole en France, va dans le patrimoine foncier, c'est-à-dire qui sort du cercle productif et qui crée de la valeur patrimoniale. Voilà. C'est des phénomènes très résistants à la crise, ça, voilà. Parce qu'ils sont assis sur la valeur patrimoniale. Voilà. Par contre, par rapport au développement de marché, ou par rapport à saisir les opportunités de marché, c'est des systèmes relativement moins réactifs que l'autre système qui est simplement un système agroalimentaire classique, c'est-à-dire le système des pays du Nouveau Monde, c'est globalement celui qui vend le produit, le fabrique. Et c'est pas un hasard si ce sont les entreprises du Nouveau Monde viticole qui sont parmi les entreprises qui ont les plus gros vignobles en propre. D'abord parce que pour développer leur marque, la marque au sens... on a 2 conceptions de la qualité dans le secteur du vin, mais c'est une banalité ce que je dis. Il y a une conception portée par l'indication géographique et l'appellation d'origine traditionnelle qui est je m'impose des contraintes, je fais de mon mieux, et qui développe un message marketing vis-à-vis du consommateur qui est apprenez à apprécier. C'est pas du tout un message ridicule, c'est un message par contre très difficile à généraliser, notamment vis-à-vis du consommateur qui découvre le produit. Ça marche très bien avec des consommateurs investis, avec des consommateurs qui ne le sont pas, c'est compliqué. Et ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur de la qualité traditionnelle, la qualité agro-industrielle, c'est bon ou c'est mauvais, mais ça sera toujours bon ou mauvais pareil. Voilà. On peut faire des marques premier prix, on peut faire des marques de très haut de gamme, mais globalement, voilà, la rassurance vis-à-vis du consommateur, c'est que la qualité, elle est acquise, elle est constante. C'est ça la marque. Voilà. Donc pour développer les marques, ils avaient besoin de développer leurs ressources. Voilà. Donc, l'avantage de ce système-là, alors l'avantage, c'est qu'il s'accompagne généralement d'entreprises de plus grande taille, qui sont plutôt dans des logiques d'acheter de la matière première. Ça ne veut pas dire que dans les phases de développement, ils rémunèrent mal leurs producteurs, c'est pas vrai du tout. Notamment, dans les phases de développement, les Australiens ont beaucoup investi sur les techniques de production viticole, ont beaucoup assisté les producteurs, notamment en termes de techniques d'irrigation, etc. Par contre, on n'est pas dans le domaine de la philanthropie, c'est-à-dire que le jour où ça ne marche pas, et ben on casse les contrats. Et à ce moment-là, on s'approvisionne en marché spot sur le marché, voilà. Partout. Puisqu'on a assis ses marques, on sait ce qu'on achète, etc. Et on peut continuer son processus. Et en Australie aujourd'hui, on sait que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que